Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un futur assez particulier. Un monde où la bataille pour l'environnement a complètement changé de visage. Ce n'est plus une affaire de politique, mais de stratégie militaire. C'est le récit d'une guerre d'un tout nouveau genre. Et dès le départ, la première affirmation de ce récit, c'est un vrai choc. On nous dit que la France est en guerre. Pas contre un autre pays, non, contre la pollution. Ce n'est plus un problème, c'est officiellement un ennemi. Mais attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas une métaphore. On ne parle pas de guerre au sens figuré, comme on l'entend parfois. Non, on parle d'une véritable mobilisation militaire avec de vrais soldats. Alors, la question qui se pose, c'est comment a-t-on pu en arriver là? Bon, explorons un peu cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement de mener une guerre contre la pollution? Voici la réponse, l'armée écologique. C'est une toute nouvelle branche de l'armée française, créée en 2045. Sa mission, c'est de défendre les écosystèmes. Et ça, bien sûr, ça dépasse les frontières. Donc elle agit sous mandat de l'ONU. Et ces méthodes, elles sont, disons, très directes. On repère les sites qui polluent illégalement, et hop, on envoie soit des troupes au sol, soit des lasers depuis l'espace pour les mettre hors d'état de nuire. C'est la question centrale, évidemment. On avait déjà des sanctions financières, des accords. Alors pourquoi? Pourquoi basculer vers une solution armée? Pour le comprendre, il faut vraiment se pencher sur le monde qui a rendu cette armée non seulement possible, mais indispensable. Et pour ça, on va regarder la chronologie des événements. Parce que le monde a subi une série de catastrophes qui ont absolument tout changé. Alors tout commence en 2030. Un moratoire international sur la pollution est mis en place. Sauf que ça ne marche pas. Les sanctions financières ne suffisent pas. Et puis les choses s'emballent. En 2035, l'Europe est envahie par des criquets cannibales. Oui, une espèce mutante terrifiante née d'essais chimiques. Et dans les années 40, là c'est carrément l'apocalypse. Des nuages radioactifs qui font le tour du globe, des villes entières qui deviennent invivables et des crises migratoires d'une ampleur jamais vue. Cette citation, elle est tirée de nos sources, et elle illustre parfaitement ce changement de mentalité. On ne voit plus du tout la nature comme une simple ressource à exploiter. Non, on la voit comme une force capable de se défendre, de riposter. L'humanité a compris, un peu tard, qu'elle avait franchi une ligne rouge. Ce chaos a provoqué un véritable séisme politique. Les partis écologistes, qui étaient souvent marginaux, arrivent au pouvoir un peu partout. En France, c'est un militant historique, un certain Alain Jardin, qui est élu président. Et sa toute première décision, c'est de déclarer la guerre à la pollution. D'accord, mais toute guerre a besoin d'un ennemi bien identifié. Et ici, ce n'est plus simplement l'humanité contre la nature. Non, le conflit a changé. C'est devenu une alliance de nations contre une autre. Le monde s'est littéralement fracturé en deux camps. D'un côté, on a l'éco-alliance, menée par des pays comme la France, qui défend l'idée que l'environnement est un bien commun. Et de l'autre, les États pollueurs. Pour eux, le chaos climatique, ce n'est pas une menace, c'est une opportunité, une arme. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est le cynisme absolu de leur stratégie. Ces États, comme la Russie, ils augmentent délibérément la pollution. Pourquoi? Eh bien, leur objectif, c'est de réchauffer leur propre territoire, souvent très froid, pour qu'ils deviennent les nouvelles grandes puissances agricoles. Et en même temps, rendre les terres de leurs rivaux complètement invivables. C'est une militarisation du climat et de la nourriture pour imposer leur domination. Face à un ennemi pareil, l'éco-alliance est obligée de riposter. Mais là, il y a un énorme problème. Comment on mène une guerre pour l'environnement sans polluer soi-même? Alors, une mission type, ça se déroule en 3 étapes. D'abord, le renseignement, les satellites, tout ça, on localise la cible. Ensuite, on évalue la menace, parce que ces usines, elles sont souvent protégées par l'armée, par des centaines de soldats. Et enfin, l'intervention, soit un tir de laser depuis l'orbite, soit une opération au sol pour tout arrêter. Mais voilà le paradoxe. Les bombes, les tanks, les avions de chasse, tout l'arsenal militaire classique est une véritable catastrophe écologique. Le président Jardin a donc imposé un virage à 180 degrés. Il faut développer un arsenal qui ne nuit pas aux écosystèmes. Et là, on découvre la solution qu'ils ont trouvée. Et elle est assez folle. Ce sont les armes neuropsychiques. Alors, oubliez les explosifs, on parle ici d'ondes électromagnétiques, d'impulsions qui ciblent directement le système cognitif de l'ennemi. En clair, ça les rend incapables de se battre, intellectuellement parlant, mais sans détruire une seule plante, sans polluer la moindre goutte d'eau. C'est en quelque sorte la guerre propre version 2045. On arrive maintenant aux enjeux finaux, et on va voir pourquoi cette guerre est considérée vraiment comme une question de survie pour l'espèce humaine. Le point crucial, il tient en un seul chiffre. Celui-ci. Plus 10 degrés Celsius. C'est l'augmentation de température que la planète pourrait subir si la stratégie des États pollueurs va jusqu'au bout. Et les conséquences d'un tel réchauffement, eh bien, elles sont tout simplement inimaginables. On ne parle plus catastrophe localisée, non, on parle de la fin de notre civilisation. Des milliards de morts, une extinction de masse. C'est pour empêcher ça que l'armée écologique se bat.
Ce qui nous amène à la question finale de cette analyse. Ce scénario, il nous force à réfléchir. Si la survie de l'humanité est vraiment, mais vraiment menacée, est-ce que l'option militaire devient non seulement justifiable, mais nécessaire ? C'est une question qui dérange évidemment, mais c'est une question que ce futur nous oblige à poser.